Salut à tous et bienvenue. On se retrouve pour une nouvelle question de la plus haute importance. Vous savez, une de ces questions qu'on se pose tous, qui sont strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'intéresse à une image que tout le monde connaît, mais dont très peu de gens connaissent vraiment l'origine. Allez, on a tous cette image en tête, pas vrai? Un paquebot gigantesque, une marraine super élégante, et ce moment un peu suspendu dans le temps où la bouteille de champagne explose contre la coque. C'est la fête, c'est impressionnant, mais au fond, pourquoi ce geste si particulier? Allez, on embarque pour trouver la réponse. Alors pour comprendre, il va falloir remonter le temps. Mais quand je dis remonter, c'est vraiment remonter, bien avant que la toute première bulle de champagne n'ait jamais existé. En fait, cette tradition, elle est ancrée dans une peur très ancienne. Faut s'imaginer, pour un marin de l'Antiquité, l'océan, ce n'était pas la destination de vacances de rêve. Non, c'était une force terrifiante, totalement imprévisible, et surtout, peuplée de dieux pas toujours très commodes. Alors, avant de s'aventurer là-dessus, il était absolument vital de s'assurer une protection divine. Il fallait faire une offrande pour calmer les dieux, en gros. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir comment cette offrande a changé au fil des siècles. Chez les Grecs et les Romains, par exemple, on versait du vin, de l'huile, on pouvait même aller jusqu'à sacrifier un animal pour s'attirer les bonnes grâces de Poséidon. Les Vikings, eux, ils n'hésitaient pas à utiliser du sang. Heureusement, avec le temps, on a abandonné ces rituels un peu sanglants pour des bénédictions plus symboliques, comme le vin ou l'eau bénite au Moyen-Âge. L'idée est restée la même, mais disons que la méthode s'est adoucie. On avance un peu dans le temps. L'idée de la bénédiction est toujours bien là, mais maintenant, chaque grande nation maritime veut y mettre sa touche perso. C'est devenu une question de fierté nationale. L'offrande, c'est aussi une démonstration de prestige, de puissance. Et ça se voit très bien ici. Les Anglais, super fiers de leur empire et de leur route commerciale, ils utilisaient du Porto. Les Espagnols, du Jerez. Et nous, en France, on utilisait du vin, bien sûr. Chaque pays bénissait ses bateaux avec sa boisson la plus emblématique, la plus prestigieuse. C'est logique. Et voilà la question. Comment on est passé de cette diversité, de ces traditions locales, à une domination quasi totale du champagne? Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce vin à bulles pour avoir mis tout le monde d'accord? La réponse, elle est dans tout ce que le champagne représente. À partir du 19e siècle, il devient vraiment le symbole universel de la fête, du luxe, de la réussite. Du coup, baptiser un navire avec du champagne, c'est lui souhaiter une carrière brillante et prospère. Et puis, il y a le spectacle. Franchement, l'explosion, la mousse qui jaillit, l'effet visuel est juste imbattable. C'est la boisson parfaite pour un événement aussi grandiose. Mais attention, il n'y a pas que la boisson qui compte. L'acte lui-même, le fait de briser la bouteille, est tout aussi important et chargé de symboles. On ne se contente pas de verser le liquide, non, on le libère dans un grand éclat. Et ce n'est pas anodin du tout. En fait, il y a une triple signification. D'abord, la rupture. C'est le moment où le navire quitte la terre ferme, où il a été construit, pour commencer sa vraie vie en mer. C'est une séparation très nette. Ensuite, l'offrande. Le liquide qui se répand partout, c'est une bénédiction totale, finale, on ne peut pas revenir en arrière. Et enfin, la naissance. Le choc de la bouteille, c'est un peu comme le premier cri d'un nouveau-né. Le navire est officiellement vivant. Et bien sûr, comme tout bon vieux rituel qui se respecte, celui-ci a son lot de superstitions. Parce que, attention, il faut que tout se passe parfaitement. Le moindre petit couac, et c'est la panique à bord. Ça, c'est vraiment la hantise de toute la cérémonie. Si la bouteille tape la coque et ne se casse pas, un frisson parcourt la foule. C'est vu comme un signe de très mauvais augure, un peu comme si les dieux, ou le destin, refusaient l'offrande. Bref, le voyage commence très mal avant même d'avoir débuté. Et ça, c'est un peu le secret de Polichinelle du milieu. Évidemment, pour ne prendre aucun risque et éviter de porter la poisse à un navire qui coûte des millions, les chantiers navals modernes ne laissent plus rien au hasard. Il arrive qu'on entaille discrètement le verre ou qu'on le fragilise d'une autre manière pour être absolument sûr qu'il explose au premier contact. On force un peu le destin, quoi. Allez, on passe à mon moment préféré. Les quelques infos qui ne servent à rien dans la vie de tous les jours, mais qui sont parfaites pour briller en société. Voici quelques pépites sur le baptême des navires. C'est logique, mais il fallait y penser. Pendant la prohibition aux États-Unis, interdiction d'utiliser de l'alcool évidemment. Du coup, les navires de l'US Navy étaient baptisés avec de l'eau bénite ou même du cidre. On gardait le rituel, mais avec un liquide un peu plus conforme à la loi de l'époque. Une autre date clé, un autre baptême iconique nous emmène cette fois en 1967. En 1967, c'est la reine Elisabeth II elle-même qui baptise le fameux paquebot qui porte son nom, le Queen Elizabeth II. C'est une image qui a fait le tour du monde et qui a vraiment scellé dans l'imaginaire collectif l'association entre ce rituel et les plus grandes personnalités. Et pour finir, une petite adaptation moderne assez marrante. Les compagnies aériennes ont piqué la tradition pour inaugurer leurs nouveaux avions.
Mais évidemment, pas question de fracasser une bouteille contre le fuselage, hein. On se contente de sabrer ou d'ouvrir une bouteille de champagne sur le tarmac. L'idée, c'est de garder le symbole de la fête sans abîmer l'avion. Et voilà, maintenant vous savez tout. Ce rituel, c'est un fascinant mélange de peurs ancestrales, de traditions maritimes et au final de marketing de luxe. Un simple geste qui relie les sacrifices vikings aux grandes célébrations d'aujourd'hui. À bientôt pour un nouveau sujet.